c'est Margot, je suis présidente de la SIGF, donc la Société des internes et des jeunes chefs de génétique de France. Je préparais un court diapo pour un peu reprendre les bases, enfin l'internat, combien de temps ça dure, qu'est-ce que c'est la génétique de manière assez brève, ça va prendre un peu moins de 10 minutes. Et après, j'ai demandé à 4 jeunes chefs de présenter 4 visions différentes, enfin 4 perspectives différentes après l'internat pour exercer la génétique médicale en France. C'est assez vaste comme spécialité, vu qu'elle est toute petite et encore assez récente, malgré ses 30 ans, il y a plein de choses à faire. Et vous allez voir ça ce soir. Alors, partagez l'écran, j'espère que ce sera moins un échec que l'enregistrement. Est-ce que vous voyez tous mon diaporama? Hop. Du coup, donc voilà, très rapidement. Donc la spécialité, le DES, il a été créé il y a 30 ans, 30 ans cette année. La formation et les activités sont mixtes, hein. C'est l'une des seules spécialités où on peut faire à la fois de la clinique et de la biologie. Donc c'est vraiment où on peut faire que de la clinique ou que de la biologie. C'est vraiment un spectre sur lequel on exerce durant tout notre cursus. Donc, comme je vous le dis, le spectre, il est vraiment très vaste. On va du fœtus, de la période anténatale jusqu'au sujet adulte, voire même, on peut faire des analyses génétiques maintenant chez des apparentés décédés. Donc voilà, on couvre vraiment toute la période de la vie. Donc évidemment, les pathologies du développement embryonnaire, les pathologies du neurodéveloppement, donc tout ce qui est déficience intellectuelle, les troubles du spectre de l'autisme, mais aussi les grandes tailles, les petites tailles, les anomalies cardiaques, vraiment, on couvre toutes les spécialités. Donc voilà, il y a l'oncogénétique, la neurogénétique, la dermatogénétique, la cardiogénétique. Chaque spécialité, finalement, a ses maladies génétiques, a ses maladies rares. Et nous, en tant que généticiens, cliniciens et biologistes, on touche finalement à un peu toutes les spécialités. Ça demande d'être assez polyvalent. Il y a aussi la partie phétopathologie, donc c'est l'étude des fœtus. C'est un peu entre la NAPAT, la médecine légale et la génétique. Voilà, c'est vraiment le pont entre tout ça. C'est une FST, je reviendrai très rapidement dessus ensuite. Et il y a aussi tout ce qui est génétique somatique, essentiellement pour tout ce qui est tumoral, donc soit les tumeurs solides ou les hémopathies. Le cancer, c'est avant tout, il y a le professeur Oudoyer qui dit que le cancer, c'est la maladie génétique la plus fréquente. Finalement, le cancer, c'est des anomalies génétiques de manière somatique. C'est la forme extrême de la mosaïque. Donc voilà, il y a aussi toute cette partie-là qui est super intéressante. Et évidemment, c'est une spécialité donc assez récente. On en sait beaucoup plus qu'il y a 30 ans, mais on a encore un canyon gigantesque à explorer. On connaît vraiment pas tout en génétique, donc c'est une spécialité qui est très axée sur la recherche, que ce soit en clinique. Si jamais vous passez dans un service de génétique n'importe où en France, il y a toujours des appels à collaboration, des projets recherche en cours. Et si jamais après vous êtes intéressé par la recherche fondamentale, il y a souvent, on fait quasi tous un master 2 pour faire une année recherche et approfondir un peu ce domaine. Donc la spécialité, comme je vous dis, donc il y a la clinique. Donc c'est vraiment une activité de consultation, hein. Il n'y a pas de secteur de spécialisation. Dans certains CHU, il y a des gardes, voilà, mais ce sera plus en biologie ou aux urgences. Sinon, en génétique, en tant que telle, il n'y a pas de garde. C'est vraiment une activité de consultation du lundi au vendredi, pendant lesquelles, du coup, on voit les personnes une première fois, on leur prescrit ou non des examens génétiques. Après un certain temps, on leur rend les résultats. C'est le prescripteur qui rend les résultats. Et après, si on trouve quelque chose, il y a tout un conseil génétique à la famille à faire et on peut organiser également le suivi des patients. Ensuite, il y a la partie laboratoire, donc en tant que biologiste, où on va un peu dichotomiser les choses, même si la frontière tend à s'atténuer. Donc la cytogénétique, c'est l'étude des chromosomes, donc c'est surtout tout ce qui est karyotype, ACPA, analyse chromosomique sur puce à ADN, vraiment les grands réarrangements, les grandes délétions, les grandes duplications. Et puis la biologie moléculaire, donc tout ce qui est des panels de gènes, exomes, génomes, où on va aller à la paire de bases près, voir s'il y a des soucis, aussi les expansions triplées comme avec Huntington. Voilà, tout ça c'est dans la biologie moléculaire.
Et il y a aussi la partie bioinformatique qui permet finalement de faire le pont aussi entre la clinique et le laboratoire. La bioinformatique, l'intelligence artificielle en génétique, c'est primordial. Quand vous allez faire un génome, vous allez avoir plusieurs dizaines, centaines de milliers de variants. Il faut réussir à les classer. Vous ne pouvez pas le faire à la main. Vous avez besoin des outils informatiques pour le faire. Et les bioinformaticiens sont vos meilleurs amis dans ces cas-là. Donc finalement, l'Internet génétique, qu'est-ce que c'est? C'est en 4 ans encore. Donc avec une phase socle qui dure 1 an, pendant lequel vous faites globalement un semestre en consultation et un semestre au laboratoire, soit en cytogénétique, soit en biologie moléculaire, ça dépend des CHU. Ensuite, la phase d'approfondissement, elle dure 2 ans, pendant laquelle vous allez à nouveau faire un stage en consultation et un stage en laboratoire. La plupart du temps, si vous avez fait la cytogénétique en première année, en deuxième année, vous allez faire la biomol et vice-versa. Et enfin, 2 stages libres, pendant lesquels vous pouvez soit faire un hors filière, si jamais vous êtes très intéressé par la neurogénétique, et ben vous pouvez très bien les faire un stage en neurologie, en hospice, ou si vous êtes très intéressé par les troubles du spectre de l'autisme, et surtout chez les enfants, bah, vous pouvez aller en neuropsy. Voilà, c'est très libre. La plupart du temps, les coordonnateurs sont très ouverts à ces stages libres. Et à l'issue de cette phase d'approfondissement, et ben, il faut passer la thèse, vu que maintenant, il faut la passer avant le DJ. Et enfin, la phase de consolidation qui dure 1 an, donc l'année de docteur junior, 1 an ou 2 fois 6 mois dans la spécialité choisie. Donc soit vous allez faire 1 an que de consultation ou 1 an que de laboratoire la plupart du temps, en fonction de si vous orientez plus clinique ou biologie, ou alors l'activité mixte en fonction des CHU. Et à la fin de cette phase de consolidation, vous avez votre mémoire de DES à passer auprès de vos coordonnateurs de test. La plupart du temps, du coup, à la fin de cette phase d'approfondissement, avant l'année de docteur junior, ou entre les 2 années de phase d'approfondissement, on peut faire une année recherche, donc un master 2. Pour ça, il faut avoir fait un master 1 juste avant. Voilà, c'est optionnel, mais c'est vrai qu'on est dans la majorité des internes de génétique à faire cette année recherche pour avoir le master 2. Pendant la phase SOC, la phase d'appro, la phase de consolidation, évidemment, vous pouvez faire des DU, des DIU et également des FST. Ça, souvent, c'est une année en plus comme année recherche qu'il faut prendre. Les FST, c'est phétopathologie, biologie moléculaire et bioinformatique. Et des DU, DIU, il y en a une flopée. Les cours nationaux, pour moi, c'est ce qu'il y a un peu de le plus sympa en génétique, c'est-à-dire que tous les semestres, vous allez avoir une semaine de cours avec toute votre promotion à travers la France. Donc souvent, sauf Paris, vous êtes, et Dijon, vous êtes un seul par promo. Donc moi, je suis à Montpellier, je suis toute seule dans ma promo. Il y a une personne 2 ans au-dessus de moi, une personne juste en dessous de moi. Mais globalement, de votre année, vous êtes tout seul. Donc pendant ces semaines de cours, ça permet vraiment de rencontrer vos autres co-internes à travers la France. Et c'est une semaine pendant laquelle, c'est comme si vous alliez à l'école. Vous faites 9h, 18h, vous allez en cours. Donc la phase SOC, c'est 2 semaines de cours à Paris en novembre et en juin. Phase d'approfondissement, c'est l'hiver à Nantes et l'été à Paris. Avec les sessions à Nantes, on a 2 sessions de consultation simulée qui sont vraiment, désolée pour la faute de grammaire, qui sont vraiment super intéressantes. Donc vous êtes face à des acteurs, vous jouez des consultations pour vraiment apprendre à faire vos annonces, à gérer les cas les plus compliqués et à débriefer ensuite avec des psychologues, des généticiens, etc. C'est vraiment très formateur. Et enfin, pendant le docteur junior, vous avez uniquement une semaine de cours à Paris en novembre, en même temps que les phases socles. Donc, qu'est-ce que c'est que ces cours? La plupart du temps, des cours magistraux. Il y a aussi des TD, des ED, par exemple, de bioinfo pour aider à la classification des variants. Et enfin, donc, vous avez vos cours en présentiel et aussi en distanciel. Sur une S-formation 3e cycle, vous avez tous vos supports de cours, soit le TD, les e-learning, des auto-évaluations, etc. À faire pour vraiment avoir des connaissances en génétique. On ne va pas se cacher que quand on arrive en premier semestre de génétique, on ne connaît pas grand-chose. Globalement, on maîtrise 3 choses: trisomie 21, mucoviscidose et X fragile, chose qu'on ne voit pas tant que ça. Donc, il y a une montagne de nouvelles choses à apprendre, mais c'est vraiment super, super intéressant et il ne faut pas avoir peur de toutes ces nouvelles choses à apprendre. Donc voilà, moi j'ai fini ma petite partie. Donc voilà les noms des 4 jeunes chefs qui vont me présenter. Voilà, vraiment des choses très différentes. On va aller de la neurogénétique, l'oncogénétique, le prénatal, la bioinformatique. On a essayé de trouver 4 personnes qui allaient pouvoir parler de 4 choses bien différentes en génétique.
Et du coup, je ne sais pas parmi les quatre qui se sent de commencer. Hop, et je vais arrêter le partage. On va dire honneur aux dames. Est-ce que tu es là, Caroline? Alors, Caroline, Estella m'a dit qu'elles avaient un petit problème de connexion. On est connecté sur le téléphone. Si vous entendez comme ça, moi, ça me va. Sinon, vous nous laissez nous reconnecter sur un autre ordi, vous me dites. Ben là, on t'entend plutôt bien. Je vais essayer de mettre la caméra avec le téléphone et comme ça, c'est artisanal, mais ça marche. Et ben, je vais bien me lancer, du coup. Bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Caroline. Je suis chef de clinique à Dijon. Moi, j'ai comme lourde mission de vous raconter un peu comment ça se passe. Donc, moi, je suis généticienne, mais sur l'aspect plus pédiatrique et prénatal. Il y a une grosse part de notre spécialité, mais qui n'est pas unique, bien sûr. Mais c'est un peu l'idée qu'on a de la génétique quand on découvre un peu dans les services. Donc, j'avais un peu échangé avec Estella sur quoi vous dire et comment. Et du coup, peut-être qu'une bonne façon de faire, c'est de commencer un peu par vous raconter une journée type, par exemple. Donc, souvent, c'est une demi-journée de consultation bien remplie avec des consultations de première fois, principalement. On va du coup rencontrer l'enfant avec ses parents qui va être adressé par un spécialiste qui aura vu des particularités. J'aime bien raconter au moldu que c'est des enfants qui ont des petites particularités et puis qui ne marchent pas forcément à l'âge attendu. C'est un peu le stéréotype, mais ça a fait une bonne partie de notre consultation quand même. Bon, ça marche comme ça. Après, une fois qu'on a fait ces consultations de première fois, souvent, du coup, on a des consultations de prénatal qui se rajoutent. Du coup, c'est un peu de l'improvisation après les gynécos. Donc, centre de référence, souvent, c'est régional. Et on couvre toutes les grossesses, puis il y a des anomalies aux échographies. Ensuite, on a quand même le temps de déjeuner parce qu'on est une spé où quand même c'est à peu près équilibré et où il y a de l'urgence, mais elle n'est jamais absolue. Donc, quand même, on gère à peu près notre emploi du temps. L'après-midi, on gère un peu nos comptes rendus, le SAV des consultes. On est quand même régulièrement appelé par les collègues dans l'hôpital pour aller donner des avis en salle, du coup principalement en pédia pour ma part, mais on a aussi niveau adulte. Et puis, on est quand même bien les réunions, les RCP, etc. Donc, ça finit souvent la journée avec une RCP, soit que ce soit un staff médical, soit une RCP clinico-biologique, soit un staff avec les gynécos. Enfin, il y a toujours, on est bien occupé avec les collègues. Et du coup, pas de garde, ça c'est quand même un aspect à prendre en compte dans l'aspect. Pour les rares qui sont fans de garde, du coup, il faut pas forcément choisir la génette. Et pour tous les autres, ça peut être un point plutôt positif. Donc, on a des horaires qui sont plutôt standards, quoi. Après, ce que je trouve super chouette dans notre spé, c'est qu'on allie à la fois le médical et le scientifique pur. Les familles, elles sont hyper volontaires, elles veulent vraiment participer à la recherche avec nous. Parce que, en fait, quand on décide de prendre génétique, on décide de savoir qu'on ne sait pas, en fait. C'est un peu ce que tu disais à la fin, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans notre spé, mais que je trouve ultra positif, au contraire. Parce qu'en fait, on continue à apprendre tous les jours, il y a plein de choses à découvrir, donc c'est hyper stimulant. Et c'est OK de pas savoir. Il faut juste être humble et bosser, et du coup, d'être vraiment en lien avec les experts du pluridisciplinaire, demander des avis, etc. Et ça, c'est super chouette. Et avec le temps, quand même, on apprend des trucs, donc il y a quand même des trucs où on sait. mais c'est quand même assez chouette pour ça. La recherche, ça fait vraiment complètement partie de notre quotidien, qu'on décide volontairement d'avoir un parcours, comme tu disais, de M1, M2, année recherche, thèse de sciences, etc. Mais c'est pas non plus une obligation, mais c'est vrai que c'est plutôt bienvenu dans notre spé. Et puis le fait qu'en fait, on s'ennuie jamais, il n'y a pas de routine, ça change quand même tout le temps. Nos consultations, c'est jamais pareil parce que l'indication n'est pas la même, l'interaction avec les gens n'est pas la même. Et puis, c'est très interprofessionnel dans le sens où, en fonction des équipes, c'est plus ou moins doté, mais on bosse quand même pas mal avec les paramèdes. On gère aussi des conseillers en génétique, donc il y a beaucoup d'échanges au quotidien. Et puis, en tout cas, à Dijon, on essaye de faire aussi et de laisser pas mal de place à l'interne. Parce qu'il y a notre Estella à côté. C'est vraiment de l'apprentissage, c'est vraiment du compagnonnage et du coup, c'est super chouette pour ça. Donc voilà, c'était un peu tout ce que j'avais envie de vous dire. Je ne sais pas s'il y a des questions, si on discute à la fin, c'est comme vous voulez. Merci beaucoup, Caroline. Je trouve que c'était une belle présentation du généticien clinicien comme je le vois quand je suis en consulte aussi pendant mes semestres. Donc voilà. Si vous avez des questions, peut-être, je ne sais pas si on prend tout à la fin, si vous avez le temps, les différents intervenants, peut-être de répondre à toutes les questions à la fin, si ça vous va. Et donc ensuite, si on veut faire fille-garçon, donc soit
soit Romain, soit Guillaume. Est-ce que l'un de vous veut se lancer? Je ne sais pas si Guillaume s'est reconnecté, j'ai vu que tout à l'heure il s'était déconnecté. Alors, je veux bien me lancer. Après avoir balancé Caroline sous la voiture, je peux y aller. Bonjour, est-ce que vous me voyez? Ok, attends, ma caméra est là. Puis je partage mon écran, j'avais préparé quelques mini-slides. Si, T'as besoin de droit pour partager les slides? J'en ai aucune idée. Normalement. J'essaye. Est-ce que vous voyez? On voit. Ok. Donc bonjour à tous, donc moi je suis Romain Nicole, je suis médecin généticien, je suis actuellement AHU dans le service de médecine génomique des maladies rares à l'hôpital Necker. Alors AHU c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? En fait vous savez après l'internat on est CCA, ça veut dire chef de clinique assistant, et moi je travaille côté laboratoire, donc il n'y a pas d'activité clinique, donc on ne peut pas être chef de clinique. Donc l'intitulé complet de CCA c'est CCAHU, ben moi je suis ça sans le CC, donc entre guillemets juste AHU. Et là, actuellement, je suis en 4e et dernière année de thèse de sciences. Parce que voilà, comme la présidente et Caroline le disaient, la recherche, bien que non indispensable, reste une activité importante. Et moi, j'aime bien la recherche. Donc, j'avais juste une mini slide sur ma vie, mon œuvre. Donc moi, j'ai passé l'IECN en 2016. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Ça s'appelait pas encore EDN. C'était avant la réforme de la phase socle. Pourquoi j'ai fait génétique? Parce que moi, je m'étais rendu compte durant médecine qu'en fait, j'aimais pas médecine. Ce qui est un peu dommage. Moi, j'aimais beaucoup les sciences un peu dures, j'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup le côté recherche, et c'est beaucoup pour le côté recherche que j'ai choisi la spécialité génétique médicale, bien que, attention, on puisse tout à fait faire de la génétique sans faire de la recherche à temps plein, évidemment, comme le disait Caroline, il y a des activités de consultation, de diagnostic, etc., etc. Et moi, j'aimais beaucoup la recherche, donc je suis très content d'avoir fait ça. Comme le disait la présidente, il y a plein de DU de génétique qu'on peut faire dans des domaines divers et variés, que ce soit clinique, labo, bio-info, pour se former. Donc j'ai fait plein de DU, dont un qui a changé ma vie, que j'ai fait en 2018-2019, qui est le DU de séquençage à haut débit et maladies génétiques, qu'on appelle couramment entre nous le DU bio-info de Dijon. Voilà, j'ai mis les références et les diapos, il est vachement trop bien. Donc c'est là que j'ai été pour la première fois initié à la bioinformatique, donc durant ma 3e année d'internat, donc assez tardivement. Ensuite, entre ma 3e et 4e année d'internat, j'ai fait une année de Master 2, parce que pareil, comme le disait la présidente, c'est pas officiellement obligatoire. J'ai quand même l'impression que c'est fortement recommandé. C'est quand même une spécialité plutôt orientée recherche. Ça a des avantages et des inconvénients. Mais du coup, durant ce Master 2, j'ai eu l'opportunité de faire d'autres modules orientés bioinformatique, donc notamment à l'Institut Pasteur. Voilà, donc la légende, c'est que quand c'est en vert, c'est de la bioinfo, et quand c'est pas en vert, c'est pas de la bioinfo. Mais c'était intéressant quand même. Ensuite, j'ai fait ma dernière année d'internat. Et ensuite, donc après 4 ans d'internat, j'ai fait 3 ans de thèse de sciences à temps plein, donc en bioinformatique. Donc là, j'ai commencé un PhD en bioinfo en novembre 2021. Et là, pour ma dernière année de thèse, j'ai un poste d'AHU en parallèle. Donc j'ai du temps partagé recherche et hôpital sur ma dernière année de thèse. Donc, je fais de la bioinformatique. Qu'est-ce que c'est la bioinformatique? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme un peu parapluie qui veut dire à peu près tout et n'importe quoi en fonction des personnes à qui on pose la question. Si vous voulez, c'est un peu comme le mot médecin. Ça veut à peu près tout et rien dire. Un cardiologue est un médecin, un pneumologue est un médecin, un réanimateur est un médecin. Ils n'ont pas du tout les mêmes compétences ou le même travail. La bioinformatique, il faut voir ça un peu comme ça. Il y a des gens qui vous diront que c'est l'interface entre big data, problem solving, informatique, machin. Il y a des informaticiens, il y a des ingénieurs qui vous diront que ça, par définition, c'est un métier d'ingénieur. Il y en a qui vous disent que c'est à mi-distance entre biologie, chimie, computer, engineering, etc. Enfin, il y a plein de définitions de tout ça. On a un peu l'impression que c'est surtout un terme assez trendy politiquement. Donc, comment est-ce que je le définis, moi? Et les gens ont le droit de ne pas être d'accord avec la définition. Mais en gros, il y en a qui disent que c'est l'utilisation d'outils et ou de logiciels informatiques sur des données biologiques pour répondre à des questions ou résoudre des problèmes. Donc, quelques exemples très concrets. En génétique, on fait beaucoup d'analyses de séquençage de patients. Donc, en fait, c'est tout ce qui permet de convertir une information biologique en données informatiques. Mais fondamentalement, d'après cette définition, les scanners et les IRM, c'est un peu de la bioinfo, parce que à partir d'une information biologique anatomique de patient, on a une grosse machine technologique qui donne un signal informatique à la fin qu'on peut interpréter.
Donc ça peut être des machines, ça peut être aussi ce qu'on appelle des pipelines d'analyse automatisées. Donc, comme le disait la présidente, en génétique, on fait facilement un séquençage de génome entier à des individus. Une fois qu'on a séquencé le génome, on a des données brutes de séquençage, et on a besoin de plein d'outils pour aller d'une succession de nucléotides A, T, C, G, etc. Donc il y a différents fichiers intermédiaires, mais à la fin, on a une liste de variations génétiques bénignes ou pathogènes dans des gènes. Il y a un autre aspect de la bioinformatique qui est celui que j'aime beaucoup, celui sur lequel je travaille, c'est donc les outils et les scores de prédiction. En gros, une fois qu'on a séquencé un patient, qu'on a trouvé 10 millions de variations génétiques et plusieurs milliers de variants de structure, il faut classer ces variants. Il y en a qui sont pathogènes. L'immense majorité des variants sont bénins et fréquents, comme la couleur des yeux, des cheveux, le groupe sanguin, des trucs comme ça. Certains sont rares et certains sont pathogènes. Et le but du jeu, du travail du médecin généticien de laboratoire, du généticien en général, c'est de trouver là où les variations génétiques pathogènes parmi les millions portées par l'individu. Et donc là, il y a énormément d'outils de machine learning et de deep learning qui ont été développés, qui sont encore en cours de développement pour aider les généticiens à filtrer ces variants. Donc en gros, voilà, la bioinformatique, c'est un peu une discipline qui est à l'interface de la médecine, de la biologie et de l'informatique ingénierie. Donc on rappelle que par définition, l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information. Et donc, du coup, dans cette discipline, il y a différentes surspécialisations, il y a différentes compétences, il y a différentes formations. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un dialogue entre des individus qui ont des horizons différentes. Moi, j'ai une formation de médecin, là, je fais une thèse de sciences de bioinformatique. Dans mon laboratoire de thèse de sciences, j'ai plusieurs collègues qui ont fait avant tout des formations d'informaticiens ou avant tout des formations de mathématiciens et qui maintenant se forment à la biologie pour faire une thèse de bioinfo. Tandis que moi, j'ai fait l'inverse. Donc c'est bien parce qu'on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes problèmes, donc on peut s'aider. Donc ils m'ont expliqué des machins extrêmement basiques sur comment configurer les environnements CUDA sur un serveur distant, et moi je leur ai expliqué comment des variantes de structure équilibrées chez des parents peuvent donner des déséquilibres lors de la myose chez les enfants. Donc des discussions passionnantes. Donc la bioinformatique en génétique, en pratique, pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup? Parce qu'en fait, il y a une évolution, une diffusion rapide et relativement récente des technologies de séquençage à haut débit. Bon, là, je vais passer pour un vieux con, mais quand j'avais votre âge, donc il y a quelques années, les technologies de séquençage à haut débit n'étaient pas encore aussi développées que maintenant. Et on se disait, oh là là, voilà, peut-être que d'ici quelques années, on pourra faire de l'exome en diagnostic. Vous vous rendez compte, maintenant, pour l'instant, c'est que de la recherche, du coup, on pourra faire ça en diagnostic. Bon, maintenant, on est en 2025 et on fait du génome en diagnostic. Donc, ça a évolué extrêmement vite. Et donc, ça a confronté donc, immédiatement, on a généré de très grandes quantités d'informations génétiques qu'il fallait pouvoir traiter, trier et interpréter. Donc, ça a fait rentrer la génétique dans l'ère du big data. Donc pour ça, pour manipuler ces grands volumes de données, les interpréter, on a besoin d'outils informatiques. Donc c'est développer une collaboration étroite avec les équipes de bioinformatique dans les hôpitaux, dans les services de génétique, d'un point de vue diagnostique. Évidemment, c'est aussi très utilisé en recherche, où il y a en permanence des développements de nouveaux outils, de nouveaux pipelines qui sont ensuite intégrés dans la pratique diagnostique. Donc là, dans les services de génétique, actuellement, on est à l'ère du génomique, on séquence le génome, mais on se dirige de plus en plus, c'est en train de se mettre en place, vers les analyses de transcriptomique, on va regarder l'ARN, regarder les protéines, etc., etc. Et voilà, et l'idée, c'est que comme la génétique est une discipline qui est aux frontières de la science, de ce qu'on sait, il y a en permanence des nouvelles connaissances qui amènent des nouveaux diagnostics, mais qui posent de nouvelles questions biologiques, qui amènent à de nouvelles expérimentations, donc ça entraîne de nouveaux challenges technologiques bioinformatiques. Donc c'est en évolution permanente et c'est super intéressant, personnellement. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime bien. Là, j'avais juste 2-3 slides. Là, il y a un ancien interne de génétique. Je ne sais pas s'il a à cette réunion-là, Evan Gouy, qui avait élaboré ce MOOC disponible sur la plateforme Fun, qui présente un peu la bioinformatique pour la génétique. Là, j'avais juste mis les liens de quelques MOOC qui parlent du côté machine learning, deep learning de la bioinformatique, qui est la sous-partie de la bioinformatique que je fais durant ma thèse de sciences. Voilà, donc j'avais ça comme slide. Là j'avais juste une diapo où je mets juste des têtes de généticiens et de généticiennes connus, à commencer par Rosalind Franklin. C'est à elle qu'on doit la structure de l'ADN, hein, c'est pas à eux, c'est à elle. Voilà, je vous mets mes adresses mail professionnelles. Si vous voulez m'écrire, si vous avez des questions, je répondrai à des questions à la fin de la présentation si vous en avez. Je transmettrai le PowerPoint à la présidente qui pourra vous le transmettre, comme ça vous pouvez avoir le mail. Et voilà, donc ça c'est pour la partie bioinformatique. Et je vais juste finir rapidement que donc moi côté génétique, je travaille côté laboratoire. Donc je lis les génomes, les CGHR, etc. des patients qui ont été prescrits.
Je trouve ça hyper intéressant, passionnant, etc. Je ne suis pas extrêmement compétent en clinique. Et ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, je suis très content d'être arrivé en génétique de labo. Je vais juste rebondir sur un commentaire de Caroline et de la présidente. C'est vrai que génétique, c'est un internat sans garde, ce qui a des avantages et des inconvénients. Moi, je vis à Paris. J'ai fait un internat à Paris. Le loyer parisien, c'est cher. Donc, un internat sans garde, ça peut avoir des inconvénients d'un point de vue salaire. Et un autre mini détail, c'est que du coup, je travaille donc, côté laboratoire. Et pour des histoires politiques et de guerre de PU que je ne vais pas rentrer dans les détails, quand on est biologiste dans un laboratoire, mais qu'on est passé par le DES de génétique médicale, c'est compliqué de signer des comptes rendus. Enfin, c'est plus facile de signer des comptes rendus de génétique quand on est passé par un DES de biologie médicale. Il y a un peu des guéguerres entre PU. On sait que Damien Sanlaville se bat énormément pour nous et on le remercie toujours pour ça. Mais voilà, donc j'aime beaucoup la génétique en tant que science, en tant que discipline, aussi bien d'un point de vue diagnostic que d'un point de vue recherche. Je suis extrêmement content de la formation que j'ai eue avec les cours nationaux organisés, comme disait la présidente, tous les débuts que j'ai pu faire. Je ne peux pas ne pas vous dire, dans un souci d'honnêteté intellectuelle, que si certains d'entre vous ou certaines, vous êtes sûrs de vouloir bosser en génétique de laboratoire, que la clinique ne vous intéresse pas, pour des raisons pratico-pratiques, ça peut valoir le coup de faire plutôt un internat de biologie médicale éventuellement. Voilà. Je me sens obligé de le préciser. J'espère ne pas vexer la présidente en disant ça. Et je me sens obligée du coup de donner mon opinion aussi sur ça, qu'on est aussi un très bon généticien biologiste quand on a fait un DES de génétique et que la ICGF fait un travail de malade mental pour qu'on puisse obtenir les agréments comme il faut. Donc la vérité est bien évidemment au milieu comme à chaque fois. Mais oui. Je pense que ne vous empêchez pas de faire le DES de génétique si vous voulez faire de la bio en voulant être généticien. Oui, non, tu as raison, tu fais bien de préciser, Caroline. J'ai peut-être été un peu trop pessimiste. Et non, j'ai fait des DES de génétique médicale. Je suis extrêmement content de ma formation. C'est vrai, il y a un peu ça qui est galère actuellement, mais évidemment, on est... je pense, sans trop nous lancer des fleurs, qu'on est meilleur en génétique que ceux qui sont passés par le DES de biologie. Enfin, c'est l'intérêt de nos DES. On a une formation clinico-biologique. On est censé avoir une vision plus globale de la chose. C'est juste que voilà, pour les histoires d'agrément actuellement, ça bloque un peu. C'est en train de changer. Énormément de monde est en train de travailler dans ce sens pour faciliter les choses. Peut-être que dans 2 ans, mon discours sera complètement différent parce que ça sera fantastique. Mais oui, comme le dit Caroline, on peut être d'excellents et d'excellentes généticiens de labo en passant par le DES de biologie médicale, en passant par le DES de génétique médicale, pardon, excusez-moi, le DES de génétique médicale. Et voilà, je suis très content de ce DES. Moi, je l'aime beaucoup. En effet, il a 30 ans cette année. Voilà, c'est à peu près ça que je voulais dire. Je vais arrêter le partage. Voilà, donc j'enverrai le PowerPoint à la présidente. Voilà, si certains d'entre vous veulent noter mon adresse mail ou m'écrire, je réponds. Voilà, si vous m'écrivez à 200, je mettrai peut-être un petit peu de temps, mais normalement je réponds. Et voilà, sinon je vais rester jusqu'à la fin du webinaire pour répondre à d'autres questions si y en a à la fin. Merci beaucoup. Et du coup, vu que tout est enregistré, dans tous les cas, on mettra sur YouTube la vidéo. Donc, comme ça, les gens pourront revisionner tout ça et cette présentation de la bio-info. C'est vrai que moi, je ne connaissais rien en tant qu'externe. Donc là, en tout cas, ceux qui vont regarder ça sauront ce que c'est la bioinformatique. C'était assez complet. Merci beaucoup. Oui, ces soucis d'agrément, on est en train, la SIGF travaille aussi en partenariat avec l'ISNI. Normalement, maintenant, le docteur junior va compter dans les 3 ans nécessaires à avoir les agréments. Donc, ça va de mieux en mieux. Normalement, à la fin d'un clinica, on pourrait avoir ces fameux agréments de biologie. Voilà. Oui. La génétique étant une petite spé, il faut se battre de temps en temps pour avoir ce qu'on veut. Donc, c'est le droit de signer les examens de biologie. Et quand on fait que la lecture de génome, quand on fait une grosse partie de biologie, c'est vrai que pendant un certain temps, en fait, on est obligé de co-signer avec un biologiste qui atteste en fait du compte rendu, en gros. Voilà, c'est vrai que là, on a parlé de pas mal de choses un peu des filles très, très internes à l'aspect. Faut pas que ça vous ralentisse non plus l'affaire génétique. Et c'est clairement dans toutes les spécialités. Je participe au débat avec l'ISNI. Chaque spécialité a ses petites choses à essayer de grappiller par-ci, par-là. Nous, on aimerait bien avoir le droit de signer nos examens de génétique. Voilà, c'est notre combat du moment. On va passer à Camille ou à Guillaume. Camille, si on veut continuer dans le fille, garçon, fille.
Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Alors, moi je suis assistante hospitalo-universitaire, donc comme Romain, mais j'ai une activité mixte. Et donc, je vais vous parler de l'oncogénétique, mais dans la vraie vie, je fais aussi des interprétations de génome et des consultations de maladies rares comme Caroline. J'ai un peu une triple casquette. Et je voulais rebondir sur quelques points parce que mon expérience, elle n'est pas forcément exactement la même que ce qui a été décrite. J'ai fait des gardes pendant l'internat parce que j'étais à Poitiers. À Poitiers, on doit participer aux gardes aux urgences. Donc, c'est vraiment très, très ville dépendant en province. Et j'ai pas fait de Master 2 puisque j'ai préféré choisir un poste dans ma ville de cœur que de faire ce Master 2 qui n'était pas obligatoire pour avoir ce poste, même si classiquement on vous dit que c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, si vous aimez la recherche mais que vous n'avez pas forcément envie de prendre une année de plus, vous pouvez aussi être un généticien tout à fait légitime et faire votre Master 2 après l'internat. Et donc, je vais vous parler de la partie oncogénétique, puisque moi, je voulu me spécialiser en oncogénétique. L'oncogénétique, en fait, c'est les prédispositions héréditaires au cancer. Et c'est un peu différent de la génétique somatique, qui, elle, est plutôt une spécialité de la biologie médicale, en biologie des tumeurs en général. L'oncogénétique, c'est vraiment ce qui est constitutionnel, avec quoi on est, c'est les prédispositions à développer des cancers. Et la génétique somatique, c'est l'étude des mutations génétiques au sein des tumeurs pour savoir comment elle s'est développée et savoir si on peut mettre en place des thérapies ciblées pour essayer de guérir les patients de manière très spécifique à sa tumeur. Les deux sont hyper intéressants et finalement très complémentaires. Et quand on vient de la génétique et qu'on a cette casquette de clinicien, de moléculariste et en plus d'être passé en biologie des tumeurs, en fait c'est super intéressant puisqu'on participe aux réunions à la fois donc, des réunions d'interprétation sur les tumeurs pour essayer de voir si des variants qui ont été mis en évidence peuvent être présents constitutionnellement. De voir si on peut trouver des essais thérapeutiques pour donner des thérapies ciblées aux patients. Et ça permet aussi de comprendre en fait, le développement des tumeurs et de trouver aussi, sur le côté recherche, de nouvelles pistes thérapeutiques. Et donc, en oncogénétique, on a un parcours qui est assez fait de manière uniforme sur le territoire, puisque la majorité des oncogénéticiens, donc ça peut être des généticiens, ça peut aussi être des oncologues ou des spécialistes d'organes qui se sont spécialisés. On travaille tous en collaboration et en général on fait un DU, le DU d'oncogénétique, qui nous permet en fait de nous spécialiser et de nous permettre d'intégrer le GGC qui est le groupe génétique et cancer et qui un peu permet de recenser tous les oncogénéticiens en France. Et donc, on voit des patients qui ont soit eu plusieurs cancers, soit des cancers très jeunes, soit qui ont des cancers avec des antécédents familiaux de cancer. Et l'idée, c'est de faire l'arbre familial pour aller regarder si cette histoire elle peut être d'origine génétique ou finalement, est-ce que ces cancers n'ont rien à voir les uns avec les autres et sont le fruit du hasard. Et donc, en règle générale, quand on fait la consultation, c'est qu'il y a une raison. On lance les analyses et puis... Après, en fonction des résultats, que ce soit un résultat positif ou négatif, il y a toujours une prise en charge à proposer pour le patient. Et c'est vraiment une spécialité oncogénétique qui est un peu différente des maladies rares parce que dans les maladies rares, souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais le plus souvent, c'est l'enfant qu'on voit en consultation qui est le premier à avoir la maladie dans sa famille. Alors qu'en oncogénétique, on a vraiment une dimension familiale où on va prendre en charge toute la famille et on va vraiment réfléchir pour chaque individu quels sont les examens de surveillance à lui mettre en place, est-ce qu'on est trop invasif, est-ce qu'on doit aller plus loin dans les analyses génétiques. On a vraiment une dimension qui est beaucoup plus globale qu'en maladie rare, où on est plutôt centré sur l'individu. En oncogénétique, on est centré sur la famille dans sa globalité. Voilà. Et donc après, on a aussi une partie qui est liée au diagnostic présymptomatique, puisque quand des mutations sont mises en évidence dans une famille, on va tester les apparentés pour savoir s'ils sont porteurs ou pas et leur proposer des prises en charge adaptées. Et ce qui est super sympa en génétique, c'est qu'on a des maladies rares aussi qui prédisposent au cancer. Et donc, moi, par exemple, je vois beaucoup d'enfants qui ont des syndromes où il y a également à la fois des troubles du neurodéveloppement, parfois des malformations et une prédisposition au cancer. Et donc, finalement, on allie tout notre domaine d'expertise en même temps.
Et c'est super intéressant. Je ne vais pas donner mon avis personnel sur l'oncogénétique, comme quoi c'est la meilleure branche de la génétique, ce serait biaisé. Mais voilà, donc pareil. Merci Camille. Si vous avez des questions, je pense qu'on les posera à la toute fin et on va laisser Guillaume nous parler neurogénétique et peut-être un peu recherche aussi. Voilà, c'est à toi Guillaume. Merci. Donc je précise déjà que c'est la meilleure branche après la neurogénétique, quand même. Donc moi je m'appelle Guillaume Cogan, je suis étudiant en thèse de sciences à l'Institut du cerveau à Paris. J'ai fait mon internat à Paris du DES de génétique médicale et du coup, comme a dit Margot, je vais vous parler de la neurogénétique et aussi de l'aspect recherche. Juste, Margot, j'ai combien de temps à peu près ? Franchement, c'est comme tu veux. Là, ça fait 40 minutes. Je m'étais dit que si on arrivait à durer 1 heure avec les questions, ce serait pas mal. Donc franchement, t'as 5-10 minutes facile. Prends ton temps. Ok, super. Merci beaucoup. Donc en neurogénétique, on voit plutôt des adultes puisque c'est des maladies qui débutent tard dans la vie, entre 20 et 60 ans pour être très large. Donc pour ceux d'entre vous qui voudraient faire de la génétique mais qui ne sont pas forcément à l'aise ou n'ont pas de prédisposition pour voir des enfants, la neurogénétique peut être une porte de sortie. Ce qu'il faut préciser, c'est que souvent dans ces surspécialités, en région, en tout cas en France, en dehors de Paris, on est amené à faire un peu du tout venant. Et c'est rare de faire uniquement de la neurogénétique ou de la cardiogénétique, etc. Néanmoins, il y a quand même quelques villes, je pense à Bordeaux, Angers et Paris, à la Pitié-Salpêtrière, où on peut avoir la chance de faire que de la neurogénétique ou une autre surspécialité si on le souhaite. Donc comme je disais, c'est surtout des maladies neuroévolutives en neurogénétique qu'on voit, comme des paraparésies spastiques, des ataxies spinocérébelleuses, la maladie d'Huntington, donc des maladies que vous n'avez pas encore étudiées a priori, puisqu'elles sont plutôt rares. Il y a un caractère familial qui est important, puisque comme en oncogénétique, on est amené à faire des tests présymptomatiques, c'est-à-dire que souvent les individus qui ont une maladie neurogénétique, ils ont déjà eu des enfants, puisqu'ils ont développé la maladie vers 35-40 ans en moyenne. Et donc, ces enfants, lorsqu'ils ont l'âge de 18 ans, ils peuvent être amenés à vouloir faire un test génétique pour voir s'ils ont hérité de la mutation ou pas, puisque très souvent, c'est autosomique dominant. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais autosomique dominant, si vous vous souvenez, il y a 1 risque sur 2 d'avoir la maladie. Et donc, c'est une partie très importante de notre spécialité, puisqu'il y a évidemment des aspects psychologiques et éthiques qui rentrent en compte sur les tests présymptomatiques dans des maladies pour lesquelles actuellement on n'a pas de traitement ou de moyens de prévention, contrairement à l'oncogénétique. Et donc l'intérêt pour l'individu qui souhaite se faire dépister est moins évident en tout cas que dans les maladies oncogénétiques. Donc ça, c'est une partie importante de notre spécialité. Et puis après, évidemment, il y a des questions de diagnostic prénatal et préimplantatoire qui se posent avec des questions éthiques derrière, puisque pour des maladies qui débutent entre 30 et 50 ans, faut-il aller faire une interruption médicale de grossesse, par exemple? Eh bien, ça pose des questions éthiques. Et donc, il y a des staffs pour en discuter. Et ça, c'est un aspect important de la neurogénétique. Et puis, il y a tout le suivi, évidemment, de ces patients avec des maladies neuroévolutives qui durent de 10 à 15 ans avant le décès. Donc ça, c'était voilà, l'aspect neurogénétique. Et puis maintenant, pour le parcours recherche, pendant votre internat, souvent ce qu'on fait en génétique, c'est des choses assez simples, en tout cas clinico-génétiques, c'est-à-dire qu'on identifie régulièrement de nouveaux gènes impliqués dans de nouvelles maladies. Et donc, généralement, dans la littérature, il y a peut-être 1-2 patients, voire aucun, qui n'est décrit avec des mutations dans ces gènes. Et donc, on est amené à décrire les aspects cliniques des patients qui ont des mutations dans de nouveaux gènes. Donc ça, c'est très, très fréquent et ça fait souvent l'objet de tests de médecine au cours de l'internat. Et puis après, il y a une deuxième partie qui est plutôt dédiée, je pense, à un master, c'est la confirmation fonctionnelle de la pathogénicité de certains variants. Typiquement, vous voyez une mutation dans un gène X chez un individu. Sur le plan génétique, vous ne pouvez pas être certain que cette mutation est explicative, en tout cas cause la maladie de l'individu. Et donc, il faut aller faire des tests soit au niveau cellulaire, faire des Western blot par exemple, pour voir si l'expression protéique est bonne, est la même entre l'individu avec le variant et les individus sans le variant. Vous pouvez aussi être amené à utiliser des modèles cellulaires comme des souris. Vous induisez le variant chez une souris et vous voyez si elle se comporte comme les patients atteints ou pas, chez une souris, chez des vers de terre, le C. elegans ou la drosophile par exemple. Et donc ça, souvent, ça fait l'objet d'un Master 2
qui est réalisé généralement en génétique entre la 3e et la 4e année. L'avantage, généralement, c'est un an de coupure par rapport à un internat. Et cette année de Master 2 peut être réalisée à l'étranger. Moi, pour ma part, je l'ai réalisée aux instituts nationaux de santé aux États-Unis. On est plusieurs à voyager pour notre Master 2. Juste quelques conseils. Généralement, le Master 2 s'anticipe puisqu'il faut faire des demandes de bourse. On n'a pas de financement de base. À Paris, c'est compliqué d'avoir un financement puisqu'il y a beaucoup de demandes, mais généralement, dans les autres villes de France, c'est plus simple d'avoir un financement. Donc, voilà pour l'année de Master 2. Il faut quand même anticiper, avoir un projet, généralement essayer de démarcher un laboratoire sur une pathologie qui vous intéresse ou alors une technologie qui vous intéresse pour ce Master 2. Ensuite, certains d'entre vous qui souhaitent avoir une carrière universitaire feront une thèse de sciences. La thèse de sciences, comme l'a fait Romain et comme je suis en train de le faire, peut se faire de manière isolée, c'est-à-dire sans avoir un poste à l'hôpital. Mais vous pouvez aussi faire une thèse de sciences en même temps qu'un clinica ou qu'un assistanat, ce que beaucoup d'entre nous font. L'avantage de faire uniquement une thèse de sciences, c'est que ça permet de se consacrer uniquement à la recherche, qui est un domaine extrêmement vaste, avec beaucoup de compétences et de connaissances à acquérir qu'on n'a pas du tout acquis lorsqu'on était en médecine, je trouve. Par exemple, la capacité à faire des présentations ou à rédiger des articles, c'est des choses extrêmement complexes. Et lorsque on est à la fois clinicien ou biologiste et chercheur, ça peut être compliqué de bien s'intégrer dans une équipe de recherche. Et puis, un autre avantage de faire uniquement une thèse de sciences, c'est de pouvoir participer à des congrès ou alors réaliser des stages à l'étranger. Moi, normalement, si tout se passe bien avec le nouveau président américain, ça peut être un peu compliqué, mais je vais partir pour 3 mois aux États-Unis pour faire un stage au cours de ma thèse. Et ça n'aurait pas été possible si j'avais été en clinique. Juste pour finir, 1 ou 2 éléments d'intérêt pour la recherche, évidemment, c'est de trouver des nouvelles choses qui peuvent, in fine, servir aux patients. Je prends l'exemple que j'ai pris au début. Lorsqu'on décrit une cohorte d'un nouveau gène, eh bien, les biologistes du monde entier, lorsqu'ils verront une mutation dans ce gène, ils vont regarder dans la littérature et ils verront que vous avez publié dessus et que ce gène est bien associé à la maladie du patient dont ils réalisent l'analyse. Et ça, si vous n'aviez pas décrit ce nouveau gène, il n'aurait pas forcément fait cette association et le patient n'aurait pas bénéficié d'un diagnostic génétique. Donc ça, c'est juste un intérêt, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis pour vous-même, je pense que la réflexion scientifique est très différente assez différente de celle de la médecine. Ça permet d'acquérir de la rigueur, de la précision dans le développement des idées. Et puis on rédige des articles. Il y a quelque chose aussi d'assez excitant de se réveiller le matin, d'aller au labo et de se dire qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui, qu'est-ce que mon expérimentation va donner et qu'est-ce que je vais pouvoir trouver qui n'a pas encore été décrit jusqu'à présent. Et puis lorsqu'on soumet un article, on attend de voir s'il va être accepté ou pas. Donc il y a un côté excitant et dynamique qu'il y a en tout cas peut-être un peu moins dans la médecine. Et puis on peut voyager pas mal. En tout cas en génétique, on fait beaucoup de congrès en France et à l'étranger dès la première année d'internat parfois. Et donc ça, c'est un avantage aussi de la recherche. À titre d'exemple, mon directeur de thèse, il est un peu âgé et c'est un pont dans son domaine, mais je pense qu'il participe à 6-7 congrès internationaux par an puisqu'il est sollicité pour faire des présentations. Et donc ça, c'est un des avantages de la recherche. Et puis évidemment, vous rencontrez des gens à l'international, vous développez des projets avec eux. Et donc bref, plein d'avantages à faire de la recherche et au cours de l'internat. Et puis j'espère que je vous ai convaincu que la neurogénétique est la meilleure spécialité au-dessus de l'oncogénétique. Merci beaucoup Guillaume pour la présentation de neurogénétique et recherche, c'était vraiment top. Je vais juste faire, pour finir, c'était la dernière dia de mon diapo. Pas juste pour faire notre pub de manière gratuite, mais juste parce que sur le site de la SIGF, donc de notre société, il y a vraiment énormément d'informations concernant les DU, les FST, les référents de chaque subdivision. En fait, via le formulaire de contact, vous pouvez prendre contact avec chaque
chaque référent de subdivision. Voilà, si vous voulez vous renseigner sur Montpellier, vous allez écrire un mail à la boîte contact. En fait, le mail va ensuite être redirigé sur ma boîte mail personnelle. Ça vous permet vraiment d'aller gratter des informations un peu dans chaque ville, quelles sont les spécialités de chaque ville. C'est aussi sur le site, donc quelle ville fait plus de neurogénétique, quelle ville fait de la mitochondrie, quelle ville fait tel truc. Voilà, franchement, sur le site, il est assez bien fait, pas pour jeter des fleurs à notre super VP numérique, mais vous trouverez énormément d'informations, et si les informations n'y sont pas, il n'y a aucun souci pour prendre contact avec nous, donc via le site ou Facebook ou Insta ou même LinkedIn. Voilà. Du coup, n'hésitez surtout pas. Hop, arrêtez le partage. Est-ce que vous avez des questions? Il faut pas hésiter, même si vous n'osez pas parler dans le chat, comme vous voulez. Ah, bah, peut-être, Romain, est-ce que tu peux rebondir sur la place de l'intelligence artificielle dans la spécialité, notamment côté laboratoire, en chrono? Yes. Alors, yes, pardon. Donc, intelligence artificielle, c'est un mot qui est encore pire que bioinfo dans le sens où tout le monde l'emploie sans être d'accord sur ce que ça veut dire. Mais en fait, fondamentalement, comme je disais, on a déjà plein d'outils d'aide à la prédiction de la pathogénicité des variants. C'est déjà de l'intelligence artificielle, c'est déjà du machine learning. Donc, si on entend intelligence artificielle dans le sens machine learning, deep learning, c'est-à-dire tu as un dataset, tu as des variants positifs, des variants bénins, tu entraînes un modèle pour prédire le côté pathogène ou bénin des variants selon des caractéristiques de variants, du gène, de conservation, machin, ça on l'utilise déjà. Ça on l'utilise déjà, c'est partout, tout le temps, tous les services le font. Si par intelligence artificielle, en revanche, tu entends ChatGPT ou les LLM en général, donc les large language models, ça, j'avouerai, je sais pas trop parce que personnellement, je m'en sers pas. Enfin, quand j'ai commencé ma thèse, ChatGPT n'existait pas, donc j'ai pas pris le réflexe de m'en servir. C'est évident que des gens vont s'en servir, au moins dans la recherche, pour améliorer des trucs. Ça paraît évident que oui, on s'en servira de plus en plus à l'avenir en diagnostic, etc. Mais en fait, voilà, le machine learning, deep learning, ça fait déjà partie de l'activité normale diagnostic-recherche. C'est sans doute à amener à prendre plus de place. Quelle place précisément, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Merci beaucoup. Oui, en soi, l'IA, ça fait avant ChatGPT que c'est utilisé, de manière globale, je pense, pour la classification des variants, etc. Ça fait avant ChatGPT qu'on l'utilisait. Donc voilà, si ça répond à ta question, n'hésite pas à nous dire si c'est OK. Deuxième question, si on fait une FST, doit-on également faire un Master 2 ou est-ce qu'on peut faire l'un ou l'autre? Tu peux faire l'un ou l'autre, ou les deux, ou aucun des deux. Ce qui est obligatoire, c'était 4 ans de DES. Mais sinon, voilà, il y en a, si je dis pas de bêtises, mon co-interne de Nantes, c'est ce qu'il fait. Il fait actuellement la FST de phétopathologie et il n'a pas prévu de faire le Master 2 pendant son internat. Pour une question qui veut quand même un jour travailler, pour des questions de poste, etc. Mais voilà, donc c'est tout à fait possible. Après, c'est vraiment des choses à discuter directement, localement, avec ton coordonnateur de DES le plus tôt possible. Voilà, si lui, ça lui va, si c'est cohérent avec ton parcours, c'est le plus important. Si je peux juste ajouter un élément, la différence peut-être, pardon Estella, excuse-moi, mais j'ai commencé donc je finis et puis après tu pourras dire. La différence entre une FST et un M2, c'est que la FST se fait quand même dans un service hospitalier, alors que le Master 2 se fait vraiment dans une équipe de recherche. Et donc je pense que le Master 2 permet de commencer à comprendre un peu le monde de la recherche, etc. Et puis le Master 2, c'est un tremplin pour éventuellement faire une thèse de sciences, parce que sans Master 2, pas de thèse de sciences par la suite. Mais tout ce qu'a dit Margot reste vrai, c'est-à-dire que tu peux faire que l'un ou l'autre peuvent être faits, ou les deux également. Et Stella, tu voulais ajouter quelque chose? C'était ce que je voulais dire. Je voulais simplement refaire la différence. Le M2, c'est accès recherche, et le FST, c'est un peu la voie vers la surspé. Et c'est deux objectifs, on va dire, différents dans ton internat. Et du coup, tu peux faire un ou deux, ou les deux, ou aucun des deux. Les stages de l'internat se font-ils uniquement en CHU ou bien peut-on faire des stages en CH de périphérie? Ça dépend totalement de ce que tu veux faire. Pour moi, un hors filière, ça peut
totalement être fait en stage de périphérie. Si tu es à Paris, en fait, il y a tellement d'hôpitaux que je pense que tu peux faire beaucoup de choses hors CHU. Après, en subdivision, je vais juste prendre mon exemple et après, je laisserai mes collègues rebondir sur la question. Par exemple, à Montpellier, si tu veux, on a nos stages au CHU. On peut aller faire un stage de clinique aussi au CHU de Nîmes, mais étant donné qu'il n'y a que 2 PH, au final, je préfère rester en clinique avec plus de PH et d'universitaires à Montpellier d'un point de vue, on va dire, formation. Mais tu peux tout à fait aller faire un stage, par exemple, si je voulais faire un stage d'oncologie, j'aurais pu aller au centre de lutte anti-cancer de Nîmes. Enfin, il n'y a rien qui t'empêche d'aller dans des stages de périphérie, toujours pareil, en discuter avec ton coordo de DES pour savoir ce qui est le mieux pour ton parcours. Après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, moi j'ai fait 2 fois le même stage de consultation, on va dire, au CHU de Montpellier. Donc là arrive l'intérêt des interchus, qui sont plus ou moins faciles en fonction des subdivisions. Voilà, je reparle toujours de ma ville, mais à Montpellier, on est assez bien doté, on peut faire facilement 2 interchus. Et du coup, ça reste très intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc, de ne pas rester que dans ton CHU, donc soit changer de CHU via un interchu, où je sais que qu'à Nantes, dans l'Union du Grand Ouest, ils arrivent à faire des inter-Hugo, donc à rester entre Nantes, Angers, etc. Je ne vais pas rajouter des villes du Hugo qui n'en font pas partie. Je ne vais pas rentrer dans les guéguerres, mais voilà. Donc, soit des interchus, soit des des échanges entre villes facilités en fonction des régions. Et sinon, c'est tout à fait possible d'aller dans des stages de périphérie. Toujours pareil, ça dépend de la subdivision. Et je peux que t'encourager à aller demander directement aux référents de subdivision ce qui est possible de faire localement. Et je vous laisse rebondir sur la question les autres, si vous avez des choses à rajouter. Non, je suis d'accord avec ce que tu as dit, que ça dépend énormément des subdivisions, des possibilités, parce que c'est vrai que la génétique, c'est une spécialité qui n'existe pas en libéral, à ma connaissance à l'heure actuelle. C'est quand même une spé qui, par essence, est très hospitalière. Et je connais pas bien l'offre sur le territoire français, mais j'ai envie de croire que la plupart des services de génétique sont quand même dans des CHU. Encore une fois, ça doit être très région et très département dépendant, et c'est tout à fait possible qu'il y ait dans certaines régions des hôpitaux non CHU qui en aient, mais c'est vrai qu'on est comme une spécialité qui, autant les médecins généralistes sont toujours en consultation, sont toujours chez le praticien, les généticiens c'est peut-être un peu l'autre extrême, on est plus facilement, beaucoup plus souvent que à l'hôpital, quoi. Je suis plutôt d'accord. Est-ce que quelqu'un va rebondir dessus? Après, hormis l'oncogénétique avec les centres de lutte anti-cancer, peut-être? Et puis, il y a des consultations avancées dans des hôpitaux de périphérie. Après, il y a des choses différentes. Il y a soit des partenariats où des médecins vont 1 fois par mois dans un hôpital de périphérie, mais de plus en plus, il y a vraiment des médecins qui vont faire tout seuls des consultations de génétique en périphérie. Ça s'ouvre vraiment de plus en plus actuellement avec des postes partagés, donc ça risque d'énormément évoluer dans les années à venir pour mieux répartir aussi les consultations sur le territoire, je pense. Tout à fait. Donc, c'est un problème d'ailleurs. C'est vrai que les gens font facilement 2 heures de route pour venir en consultation de génétique et c'est un peu compliqué à entendre. Donc je pense qu'après, pour faire un stage de pédiatrie, par exemple, on peut aller le faire en périphérie aussi. Donc, il y avait une question sur la difficulté pour trouver des postes après l'internat. Ouais, je ne sais pas si c'est la même personne à qui j'ai répondu hier sur entraide de CNI. C'est une des grandes questions, c'est est-ce qu'on a de la place, est-ce qu'on aura tous un poste à la fin de notre internat et est-ce qu'on doit souvent déménager, est-ce qu'il y a des postes pour tout le monde? Je me suis exprimée hier sur entraide de CNI, je vous laisse répondre à ma place. Moi, je pense que oui, on est tellement en déj de généticiens quand même globalement en France. Il y a c'est facile, 12 mois de délai pour une consulte maladie rare sans urgence. Nice, je crois, ils sont à 18 mois, 2 ans. En oncogénétique. C'est surtout qu'il y a plein de postes qui traînent. Je veux dire, il y a beaucoup de postes vacants, non pourvus. Donc, c'est pas vraiment un problème, je pense, le poste internat pour nous, que ce soit côté clinique ou côté laboratoire. Après, pour la question de la ville, comme c'est des petites spécialités, on ne peut jamais s'engager, mais en tout cas, la plupart du temps, on arrive quand même à obtenir le poste qu'on a construit pendant son internat. Donc, s'il y a déménagement, on ne le découvre pas à la fin de l'internat, c'est quelque chose qui s'est construit sur les 2-3 dernières années. Et vraiment, il y a des postes, la SCJF transmet des offres de postes en permanence, que ce soit cytogénétique, biologie moléculaire, en clinique également. Enfin, vraiment, pour moi, je pense que je suis d'accord, c'est aussi un non-problème. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais...
quelle situation difficile peux-tu rencontrer en tant que médecin généticien? En consultation, dans tout ce qui est annonce de maladies rares et ou graves, souvent les deux, en fait, voilà, la particularité de la génétique, c'est que ça ne concerne pas que le patient, ça concerne toute la famille. Et une fois qu'on a fait un diagnostic chez un patient, c'est encore beaucoup plus flagrant en oncogénétique. Mais quand on diagnostique chez un individu un certain nombre de prédispositions à des cancers, il faut du coup faire les tests génétiques à toute la famille, tous les apparentés qui sont peut-être également potentiellement porteurs du variant. Et donc c'est vrai, il y a souvent des patients, quand on leur annonce un diagnostic, ils peuvent s'effondrer complètement parce que psychologiquement c'est extrêmement dur à porter, ils se sentent coupables alors que non, c'est bien une chose, on n'est pas coupable, c'est son ADN, il faut le dire très clairement. Voilà, donc il y a des patients qui peuvent s'effondrer devant nous. Et évidemment, c'est des situations compliquées. Et aussi toutes les situations en prénatal où on fait facilement des examens génétiques si on a vu des anomalies à l'échographie de suivi de grossesse. Et si le test génétique montre une maladie génétique grave, potentiellement incurable, on peut être amené à discuter avec la famille une interruption médicale de grossesse, ce qui est évidemment une situation très compliquée et qui peut être très difficilement vécue. Mais à l'inverse, parfois ce qui est assez étonnant, c'est que alors que les familles, on annonce à une famille un diagnostic génétique, moi je travaille plutôt côté pédiatrie, donc côté enfant, on annonce un diagnostic génétique qui est une horreur, qui a un trouble du neurodéveloppement sévérissime, et la famille nous remercie. Parce qu'en fait, ça fait genre 3-4 ans qu'ils errent, ils vont de pédiatre en pédiatre, de neuropédiatre en tout n'importe quoi, leur enfant va pas bien, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas ce qu'il a. Quand enfin on apporte un diagnostic, même si on n'a pas de traitement, etc., les parents surtout sont soulagés d'avoir un diagnostic, d'avoir un mot, d'avoir un nom, de savoir quoi accuser. Ils peuvent s'organiser en société de patients. Donc disons, il y a énormément de situations très difficiles en génétique. Parfois, c'est pas celles qu'on anticipe qui sont difficiles. Parfois, les patients le prennent très bien. Parfois, les patients le prennent très mal. Mais voilà, c'est quand même toujours des situations qui sont complexes d'un point de vue médical et scientifique. Donc, pour rebondir sur ce que disait Guillaume tout à l'heure, on a souvent des staffs en génétique, que ce soit des staffs de CPDPN, des staffs de malformations, de cancer, etc. C'est toujours des discussions pluridisciplinaires avec plein de spécialistes. Et voilà, parce qu'il y a souvent des situations complexes d'un point de vue médical, compliquées d'un point de vue humain. Souvent, il y a des débats éthiques où les gens ne sont pas d'accord. Et voilà. J'espère que j'ai répondu. C'est une toute petite question. Je rebondis sur si on choisit une petite ville, y a-t-il suffisamment de services de génétique pour pouvoir changer de terrain pour chaque stage? C'est un peu ce que je disais avec les interchus, c'est que ça dépend vraiment de ta subdivision. Pour moi, des terrains des grandes subdivisions telles que Paris, c'est pas pour rien qu'il y a 5 internes par promo, parce qu'ils ont beaucoup de terrains de stage. Par contre, dans d'autres subdivisions en province, ce sera un peu moins le cas. Pour le labo, bien sûr, tu pourras changer entre cytogénétique et biologie moléculaire. Pour le service de consultation, c'est un peu moins évident. Voilà. Petite ville, en fait, je pense qu'à Montpellier, on est aussi bien doté qu'à Poitiers ou à Reims et que Strasbourg. Et voilà, ça va vraiment être des exceptions, les grandes villes où tu as plusieurs terrains de stage de consultation, je pense, de génétique clinique pure. Après, si tu peux rebondir, je pense qu'en fait, une activité dans un, entre guillemets, petit CHU, il faut vraiment voir le nombre de praticiens qui consultent, voir leur surspécialité, et ça va vraiment donner une idée de ce qu'il y aura comme possibilité de consultation. Et après, s'il y a vraiment un domaine qui vous intéresse, vous pouvez demander à aller suivre plus tel médecin qui fait telle surspécialité. Et c'est vrai qu'en petit CHU, souvent, il y a un PH qui va faire le grand domaine des anomalies du développement, plus sa spécialité en plus. Et du coup, moi, je trouve que j'ai vu quasiment... j'ai pas vu toutes les maladies, parce qu'il y en a 1000, mais j'ai vu un peu toutes les situations. Alors que vous, les Parisiens, vous direz votre expérience, mais je pense qu'à Paris, c'est tellement surspécialisé que du coup, finalement, le champ de ce qu'on voit par stage devient plus restreint. Donc, ça dépend vraiment de un peu quel est votre objectif de formation. Est-ce que vous avez envie d'avoir une activité plus générale sur le long de votre internat, ou est-ce que vous préférez vraiment découvrir tout ce qui est, entre guillemets, à la pointe, mais vraiment dans les détails et dans un domaine en particulier? Et dans ce cas-là, il faudrait plutôt choisir cette ville-là où il y a vraiment... chaque ville a un peu son domaine d'expertise aussi. Donc voilà, c'est par rapport à ce qui vous plaît dans la génétique que vous pourrez faire ce choix aussi.
Très bien. Encore beaucoup de questions finalement. Le chat, ça marche plutôt bien. Les stages hors filière peuvent-ils être réalisés à l'étranger ou en libéral, exemple pédiatrie, ou dans des structures spécialisées, exemple dans les troubles du neurodéveloppement? Donc les stages hors filière, oui. Donc voilà, tu peux faire un interchu à l'étranger. En libéral, j'en connais pas trop. Enfin, ma vision de la génétique, c'est que tu dois quand même voir des cas peut-être un peu hospitalo-U, des trucs un peu rares, même si tu veux faire de la pédiatrie. Voilà, je trouve ça peut-être plus intéressant de rester à l'hôpital, mais peut-être que je me trompe et vous me direz que d'aller juste chez pédiatre de ville ou dans des structures spécialisées, exemple dans les troubles du neurodéveloppement, ça tout à fait. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure avec, par exemple, un stage en neuropsy, en pédopsie, pardon. Ça peut être super intéressant dans une structure qui fait que de la pédopsychiatrie. Et comme ça, tu te spécialises beaucoup pendant 6 mois. Après, le libéral, je reste plus mitigée. Voilà, je ne sais pas ce qu'en pensent mes confrères et consoeurs. Ouais, je pense que pour les centres un peu spécialisés, même au CAM, c'est ça, ce genre de choses. Ça dépend des villes, de si en fait ils sont agréés pour recevoir des internes. Donc ça, faut se renseigner un peu en amont si c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Mais je pense que c'est quelque chose de très pertinent si on souhaite faire de la génétique pédiatrique. Pour le libéral, c'est techniquement possible. Après, je te rejoins sur le fait que c'est pas non plus la population qu'on voit au quotidien. Mais ça peut aussi être important pour se sentir à l'aise sur la pédiatrie de façon générale, de faire du tout venant, de savoir répondre aux questions pratico-pratiques des parents, parce que c'est aussi notre quotidien de est-ce que du coup je vais quand même pouvoir faire ci ou ça, mon vaccin, mon machin, d'être à l'aise avec la pédiatrie générale, c'est possible. Mais c'est vrai que c'est moins usuel d'aller en libéral, mais c'est techniquement possible. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des petites questions? Ça m'a l'air plutôt bon. On a tenu 1h10. On n'a pas trop bavardé tant que ça. La vidéo, du coup, on va la mettre sur YouTube normalement. Je vous ai donné tous les contacts de la SIGF si vous avez d'autres questions qui arrivent plus tard ou si vous voulez prendre contact directement avec un référent de telle ou telle subdivision. Voilà, n'hésitez pas. La génétique... c'est souvent on tombe dedans ou alors globalement soit on a envie de le faire depuis très longtemps, soit on découvre ça l'été entre la décate et le début de l'internat. Dans tous les cas, c'est une super spécialité où on n'est pas beaucoup, mais du coup il y a quand même cette ambiance petite famille. Caroline utilisait le terme de compagnonnage. C'est vrai que voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de collaboration entre les différents centres et c'est vraiment une spécialité. Je ne reviendrai jamais en arrière. J'avais envie de faire ça depuis la D1. Je ne regrette pas. Et je pense qu'ici, tous ceux qui ont parlé sont peut-être un peu d'accord là-dessus, comme quoi c'est une spécialité très, très, très enrichissante. Donc voilà, si vous avez plus de questions, je remercie tout le monde pour votre participation. Merci beaucoup. J'ai réussi à tous vous recruter en 1 semaine. C'était super de vous avoir ce soir pour parler de tous ces pans de la génétique différents. Et voilà, merci à ceux aux courageux qui se sont connectés à 20h un lundi pour nous écouter. Et je souhaite d'avance merci à ceux qui nous écouteront sur YouTube, tout ça. Et merci à Disney d'avoir relayé cette super communication. Allez, au revoir tout le monde. Merci à tous, bonne soirée. À vous aussi. Au revoir, merci. Bonne soirée. Bonne soirée.